Messieurs, je vous salue. « 1967. Les spectateurs français sont à la fête. Fantomas s'apprête à nouveau à envahir le pays. André Hunebelle, le réalisateur du film, fait le tour des cinémas en triomphateur. Les cinéphiles sont impatients de découvrir le dernier opus de la trilogie, dont chaque épisode est vu par plus de 4 millions de spectateurs. Le public est heureux de retrouver un monstre qui fait déjà partie du folklore populaire. Le film ne déroge pas à une recette déjà éprouvée. Le trio de vedettes, constitué par Louis de Funès, Mylène de Mongeau et Jean Marais, est de retour. Fantomas contre Scotland Yard a tous les atours d'un succès. La série ne semble pas devoir connaître de fin. Et un nouvel épisode envoyant Fantomas à Moscou est déjà en préparation. Dans ces films foncièrement grand public, le rire est devenu le meilleur argument de vente. Pourtant, dans cette euphorie, un homme déprime. Cet homme, c'est Marcel Alain, l'un des 2 auteurs des romans initiaux de Fantomas, le seul encore vivant. Cela fait plusieurs années qu'il considère qu'André Hunebelle s'est trop éloigné du personnage qu'il a inventé. Alors, après la sortie de Fantomas contre Scotland Yard, Marcel Alain attaque la Gaumont. Les films actuels que vient de sortir la Maison Gaumont ne font pas peur, ils font rigoler. Or, nous n'avons pas écrit Fantomas pour faire rigoler. C'est pourquoi le procès est arrivé. Ce procès, intenté en 1969, c'est une question que Marcel Alain adresse à la justice. Qui est au fond Fantomas ? Et à l'ère des adaptations continuelles, jusqu'où peut-on aller dans l'appropriation d'un personnage ? Qu'est-ce qu'est Fantomas à tout prendre ? C'est un criminel qui ne recule devant aucune atrocité et qui n'est jamais arrêté, qui trouve toujours moyen de s'enfuir. Fantomas est un hypercriminel qui peut être n'importe qui et qui a cette caractéristique qu'il commet des crimes monstrueux, spectaculaires, dont on ne sait pas très bien, le plus souvent, pourquoi ils ont lieu. C'est-à-dire que souvent, ses motivations sont assez mystérieuses. Il est méchant. C'est la personnification du mal. C'est dans Batman, le méchant. C'est dans tous ces films-là, il y a toujours le méchant qui veut dominer le monde. Le crime impuni, c'est le crime sans visage. C'est le coupable que l'on ne peut pas identifier. C'est donc l'homme à la cagoule. Précisément, ces personnes. Et c'est ça qui est génial, parce que si ces personnes, potentiellement, c'est tout le monde, n'importe quel lecteur qui peut se retrouver derrière la pulsion du type sans visage. Il est le mal, il est la cruauté, il est le désir de destruction, il est des états successifs, mais on ne peut pas répondre à la question qui est Fantomas. C'est l'incarnation de ces 2 sentiments, la peur, l'impunité et l'audace dans le crime. Le premier roman de Fantomas paraît en 1911, et la couverture est une allégorie de toute la série à venir. Un homme masqué, incarnant le crime, y pose le pied sur Paris. Suivront 31 autres épisodes jusqu'en 1913, mettant en scène de façon sempiternelle Fantomas, poursuivi par le commissaire Juve et le journaliste Fandor. La série est un pur produit industriel. C'est une commande passée à 2 jeunes, alors journalistes, Pierre Souvestre et Marcel Alain, par l'éditeur Artem Fayard. Bon, ça, c'est un objet, voilà. il se délite, en fait, il se délite sous mes doigts. Donc, ce sont des objets qui visent une circulation rapide, à l'époque, qui visent aussi à faire oublier leur statut de bouquins et potentiellement de bouquins sérieux. Ces petits livres, qui sont souvent en très mauvais état aujourd'hui, hein, ils sont déchirés, les couvertures partent
enfin c'est rare de les voir en bon état, et là ils sont pas en bon état, représentent à l'époque une vraie révolution. Cette collection, ce type de collection populaire, ça n'existe pas 5 ans avant. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est des livres qu'on achète et pratiquement qu'on jette déjà à l'époque. Ils sont 65 centimes, ça coûte rien. On voit le prix ici sur le livre, ce qui est caché en général sur un bouquin. Voilà, on le voit derrière, on met une petite étiquette. Le titre, surtout, qui sert de produit d'appel. Les auteurs qui sont gommés, qui sont mis au second plan. Et en fait, l'important, c'est pas Pierre Souvestre et Marcel Alain. L'important, c'est le personnage, c'est Fantomas. Et alors, c'est des livres avec une couverture illustrée en couleur. Ici, vous avez Fantomas devant, déguisé en policier anglais, et quelqu'un qui est censé être Fantomas, masqué, qui est en train de se faire pendre. Là, c'est une femme terrifiée avec un bouquet dans les mains. Alors ça donne envie, ça s'appelle le bouquet tragique. Donc on se demande ce qui va lui arriver. On a une femme innocente, toujours, avec ses draps blancs, qui dort chez elle, dans un espace protecteur, et sort du lit, un peu comme Freddy Krueger dans Les Griffes de la Nuit des décennies après, sort du lit, une ombre sans visage, qui sort de dessous le lit pour aller l'attaquer. On le tourne, et derrière, on voit quoi ? Eh bien, on voit que le mois suivant, il y aura un autre épisode. On a donc un produit de consommation qui est un produit de consommation sériel, imprimé sur un papier qui est un papier plutôt de mauvaise qualité, et qui est voué à disparaître. Les crimes de Fantomas sont une surenchère permanente qui rythme les romans. L'un des plus remarquables raconte le meurtre de Ribonnard, l'un des complices de Fantomas, qui lui a volé des pierres précieuses et que Fantomas, pour se venger, a attaché au battant d'une cloche. L'enterrement déroulait ses méandres. Le cortège se dirigeait vers l'église. Or, au moment même où le glas résonnait, soudain ce fut un long hurlement. Ribonnard rouvrit les yeux, une formidable sonorité l'assourdit, puis on lui assénait un nouveau coup. Le malheureux était précipité avec tant de force contre l'intérieur de la grosse savoyarde qu'il se brisait le crâne, qu'il se rompait les os, qu'il mourait dans une atroce agonie. Sur le cercueil, une pluie étrange de diamants et de rubis s'abattit. Les assistants se bousculèrent pour ramasser les pierres précieuses, puis stupeur nouvelle. Les rubis que l'on avait aperçus, c'étaient des gouttes de sang qui tachaient le sol, qui marquaient de rouge les vêtements noirs de la foule accourue à l'enterrement. Il y a un autre crime qui est intéressant. Dans un épisode, il y a un personnage de jeune fille qui est très attachant. Et d'un seul coup, au milieu du roman, cette jeune fille innocente rencontre Fantomas. Elle tente de fuir, il l'attrape, elle tente de fuir encore, il l'attrape par les cheveux. Et ses cheveux se prennent dans une machine à carder la laine. Cette innocente jeune fille voit ses cheveux attrapés et prise en arrière et se fait arracher le scalp brutalement au milieu du roman, alors qu'on s'attendait à ce que cette malheureuse soit sauvée. Pour moi, la scène la plus géniale, et je dis la scène parce que c'est très cinématographique, Fantomas et Juve se trouvent sur un bateau. Ça commence un peu comme une blague, mais en fait, c'est une très mauvaise blague. Fantomas, une seringue à la main, et aller trouver les rats qui sont à les cales du navire et leur a injecté la peste. Le bateau devient un bateau avec des morts vivants. Il finit par dégommer tout le monde sur le bateau au revolver. Enfin, c'est un carnage, et c'est un carnage qui est à la fois annonciateur sans doute des pires scènes de crimes gratuits de masse du XXe siècle, et en même temps, c'est une scène qu'on pourrait tout à fait voir dans un blockbuster contemporain, quoi. Fantomas est le monstre de son époque. Moment d'un bond technologique majeur. À l'image d'une société désormais entièrement vouée au progrès scientifique, la police prend les empreintes, classe les faciès, surveille comme jamais auparavant la société. L'homme à la cagoule, celui aux identités infinies, devient celui de tous les crimes possibles, le criminel qui subvertit le réel. C'est aussi une époque très rationnelle, en fait. On a laissé de côté l'imaginaire folklorique du diable, cette idée qui est des êtres maléfiques extérieurs. Voilà, ça, c'est oublié, en fait, au début du XXe siècle. Donc, il faut bien que le mal se loge quelque part. Et il se loge où, désormais ? Eh bien, il se loge à l'intérieur de chacun de nous. Et ce mal, à un moment donné, il faut qu'il sorte, il faut qu'il s'exprime, il faut qu'il jaillisse. Et c'est ça, Fantomas. C'est des moments d'explosion de violence qui sont aussi
jouissance à voir une violence s'exercer dans un contemporain qui devient de plus en plus policé. Ce mécanisme, c'est exactement le même que celui que Freud a décrit dans son ouvrage sur l'inquiétante étrangeté, pour définir ce retour violent du refoulé. Quand la pression du refoulement est trop forte, ça revient, et ça revient de manière monstrueuse. Eh bien, quand Fantomas apparaît sous les traits d'un homme politique, sous les traits d'un policier, sous les traits d'un artiste, sous n'importe quel trait, à n'importe quel moment, surgit comme ça face à nous et commet quelque chose d'atroce, il exprime en quelque sorte le fait que dans une société, on a tout le temps des pulsions violentes, et lui, dans la fiction, partout, tout le temps, peut faire surgir comme ça ce qu'on a refoulé de manière monstrueuse. Entre 1911 et 1913, chaque roman de Fantomas est édité à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. La série est aussi traduite partout dans le monde. Le cinéma, on le sait, n'avait pas tardé à s'emparer d'une telle vedette, et dès 1912, Louis Feuillade commença à tourner sa fameuse série sur l'empereur du crime. Louis Feuillade réalise une série de 5 films, dont la première affiche est un hommage direct au roman. C'est la première fois qu'on a un personnage comme ça qui se développe à la fois dans le roman et dans le cinéma. Il y en a eu quelques-uns avant, mais ils n'ont pas eu la même importance. Aujourd'hui encore, on est les héritiers de ça. Avec Marvel, c'est Feuillade et Pierre Souvestre et Marcel Alain qui inventent les super-héros dans tous les médias. C'est là que ça naît. Et dans Fantomas, ce qui est éblouissant, c'est que on a des personnages qui commettent des crimes dans un espace d'intérieur de pièces qui ressemble à un espace de théâtre, et ça, c'est pas nouveau. Mais d'un seul coup, les personnages sortent dans la rue, les passants regardent la caméra et se demandent ce qui se passe. Et ça, c'est vraiment nouveau. Imaginez, vous êtes dans la salle, vous voyez un système de cinéma qui ressemble encore à du théâtre, donc qui vous dépayse pas trop, et d'un seul coup, les criminels vont dans le monde lui-même. C'est-à-dire que la fiction arrive dans le réel. Et ça a dû être un effet de choc incroyable. Dans l'épisode 2, Juif contre Fantomas, il y a une sorte de décrochage narratif de presque 20 minutes, une filature où on va suivre un personnage féminin dans le métro. On voit le métro aérien à Barbès. C'est vraiment sublime de voir Paris en 1913. Ce qui est le plus bouleversant quand on voit les Fantomas de Feuillade, c'est que quelque chose voue à disparaître par le miracle d'un procédé technique devenu un art, ne disparaîtra jamais. Et puis le point suivant, c'est que donc ce personnage qui est un des premiers personnages cinématographiques, un des premiers personnages qui correspond à du réel, qui introduit du réel dans la fiction cinématographique, ce personnage n'a pas de visage, ou tous les visages. Il est tout le temps déguisé. Donc, ce qui s'imprime de réel sur la pellicule, c'est de l'insaisissable. Le côté dieu des métamorphoses fait qu'il touche aussi à un des plaisirs de spectateurs les plus forts au cinéma, qui est celui de voir des transformations. Et qu'en cela, ce principe de transformation perpétuelle, il a pu accompagner toutes les métamorphoses du cinéma. Que désormais Tom Cruise en Mission Impossible puisse simplement, je vais faire le geste, faire ça. Ce côté illimité des transformations que permet le morphing, d'une certaine manière, libère un champ encore plus grand pour Fantomas. Pour moi, le T-1000 de Terminator 2, c'est Fantomas. C'est un personnage qui n'a pas d'identité stable. On ne sait pas vraiment à quoi ressemble un T-1000, on ne connaît que ses incarnations lorsqu'il a touché quelqu'un et pris sa forme. Son extrême cruauté, son extrême détermination, c'est vraiment des traits psychologiques propres à Fantomas.
On pouvait dire que Fantomas a été toujours un peu en avance sur le cinéma de son temps. C'est-à-dire qu'il y avait toujours quelque chose qui faisait que le cinéma devait trouver des astuces pour figurer le pouvoir illimité de Fantomas, et qu'à la fin du XXe siècle, il y a quelque chose dans l'apparition du morphing dans le cinéma américain et qui permet de ressusciter dans toute sa splendeur la figure de Fantomas. En 1913, entre les romans et les films, Fantomas a acquis sa forme canonique. Il passionne alors les classes populaires, mais intéresse aussi très vite les intellectuels et artistes. Max Jacob, Blaise Cendrars, Robert Desnos, Jean Cocteau, Pablo Neruda lui consacrent des poèmes. Raymond Queneau affirme avoir lu 4 fois tous les romans. Pour André Breton, il est le seul personnage imaginaire à pouvoir figurer aux côtés de Sade ou Lautréamont dans son panthéon d'une littérature moderne. Pour tous, Fantomas, c'est l'annonce d'une nouvelle ère. Mais son plus grand admirateur sera probablement Guillaume Apollinaire, qui créera une société des amis de Fantomas, une organisation mystérieuse qui se plaira à effrayer la bonne société en peignant des mains rouges ensanglantées sur les murs de Paris. Pourquoi est-ce que pour eux, Fantomas peut servir de porte-parole ou de symbole de la modernité ? D'abord, parce que pour eux, Fantomas, c'est de la mauvaise littérature. Et donc, c'est une provocation de dire Fantomas est une œuvre bien plus importante que toutes les œuvres des académiciens. Mais on voit bien comment les avant-gardes s'encanaillent d'une certaine façon, doublement, à la fois en fréquentant des types louches, qu'on inclut dans la Société des Amis de Fantomas, et aussi s'encanaillent du point de vue culturel en désignant une production qui est une production populaire, qui est une production écrite n'importe comment, comme le dit Apollinaire, pour la montrer comme une figure d'intérêt. C'est vrai que le surréalisme ne s'est pas seulement inspiré de Fantomas en littérature, mais aussi dans les arts plastiques. Le plus connu étant Magritte, qui a fait tout un ensemble de tableaux représentant Fantomas, dont le plus connu est Retour de flamme, où il reprend l'image de Fantomas avec des fleurs, une fleur à la main. Magritte, êtes-vous Fantomas ? C'est une très belle question, parce que vous paraissez croire que je puis être Fantomas. Bon. Je sais que je ne suis pas Fantomas, mais quand ma pensée pense Fantomas, elle est Fantomas. J'adore un tableau de Magritte qui s'appelle L'assassin menacé, où on voit un criminel extrêmement dandy, donc assez Fantomas, avec une sorte d'élégance détachée. Et la composition de ce tableau est vraiment la reproduction d'un plan d'humeur qui tue de Feuillade. Lui, il le reprend dans une composition surréaliste, c'est-à-dire avec toute une série d'éléments, de personnages qui reprennent donc le cadrage de la scène et la composition, mais de façon totalement énigmatique. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui se passe, mais ça dit quelque chose de ce que les surréalistes ont vu dans Fantomas, c'est-à-dire l'idée que Fantomas était l'inconscient de la modernité. Et puis le fait que ça annonce en quelque sorte la mort de ce qu'était la culture du 19e siècle. Ça annonce l'entrée dans le 20e siècle. Le secret de cette passion des surréalistes pour Fantomas repose aussi dans l'origine même de l'écriture des romans. De 1911 à 1913, Pierre Souvestre et Marcel Alain s'engagent par contrat à livrer des manuscrits de 350 pages, au rythme d'un nouvel opus par mois. Les deux auteurs basculent ainsi dans une production quasi industrielle. Ils se mettent d'accord sur une trame narrative, se partagent les chapitres à rédiger et emploient les nouvelles technologies de leur temps, préfigurant ainsi l'écriture de séries modernes. C'était avant les magnétophones, bien entendu. Vous dictiez sur des rouleaux de cire, que voici. Un rouleau donne, si l'on dicte régulièrement, environ 16 pages. Il était donc très facile d'enregistrer rapidement un volume sans s'occuper d'une dactylo. Il suffisait le soir de faire porter les rouleaux chez 2, 3, 4, 5 dactylos qui les tapaient en même temps. Et le lendemain, vous pouviez avoir facilement 200 pages d'écrites.
Dans cette technique de rédaction, les surréalistes verront les prémices de leur écriture automatique, celle qui sera à la base même de leur démarche de libération de la pensée. Je peux parfaitement vous faire entendre les premières phrases de Fantomas. Écoutez. Fantomas, qu'est-ce que c'est? Personne. Mais cependant quelqu'un. Enfin, que fait-il, ce quelqu'un? Il fait peur. L'autre innovation de Souvestre et Alain, c'est leur connexion immédiate avec l'actualité de leur époque. Je peux peut-être parler 2 secondes de la jubilation des chercheurs. Quand nous avons trouvé avec Mathieu Le Tourneux l'armoire à trucs, on s'est dit « Ah ouais, là, on tient vraiment quelque chose. » C'est pas du tout une grande armoire, hein, faut pas imaginer ça, une grande armoire dans laquelle il y aurait des merveilles. Non, c'est un dossier qui comprend des coupures de presse employées par les auteurs pour écrire Fantomas. Pierre Souvestre et Marcel Alain lisaient la presse et découpaient les faits divers un peu dingues qu'ils trouvaient. Un exemple parmi 1000 autres de l'armoire à trucs, c'est une femme qui est arrêtée parce qu'on pense qu'elle a empoisonné sa famille. Bon, pas de chance, il y avait de l'arsenic dans les matelas employés par la famille. Ce qui est un accident devient, avec Fantomas, non pas un accident, mais une visée criminelle. Je pense qu'il faut lire Fantomas en se disant, ce récit délirant de crimes, de crimes d'attraction, de music-hall, est aussi durement réaliste en un sens. Un Fantomas aujourd'hui serait évidemment derrière tous les coups bas, derrière l'affaire Strauss-Kahn, derrière le Covid, bien sûr, c'est Fantomas. Ce serait ça un Fantomas aujourd'hui. Jérôme Fandor se dirigea vers les bureaux du journal, méditant un article qui ne serait que le développement de ses pensées. Un mystère semblable est incompréhensible, sauf pour un seul homme, Fantomas. Rien qu'à ce nom, Jérôme Fandor évoquait les pires horreurs. Fantomas, c'était le criminel qui ne reculait devant aucune cruauté. C'était le crime personnifié. Fantomas. À prononcer ces syllabes sinistres, le journaliste revivait toutes les affaires extraordinaires, invraisemblables, impossibles, réelles cependant, qui avaient mis en vedette le terrifiant assassin Fantomas. Et voilà. Fantomas fait peur. C'est le résumé parfait des 44 volumes de la collection. Ce plateau, c'est celui du tout nouveau Fantomas, mis en production par la Gaumont en 1963. Après 4 adaptations mineures entre les années 20 et 50, le maître de l'effroi revient en grande pompe, avec un projet qui semble enfin taillé à son envergure. La réalisation est confiée à André Hunebelle. Si c'est pour faire des films qui seraient en somme tirés des feuilletons de Souvestre et Alain, ne comptez pas sur moi, parce que je trouve que c'est très dépassé à l'heure actuelle, et que même à l'époque, quand on allait au cinéma pour voir un feuillade, je vous assure que tous mes amis et moi, nous y allions pour nous amuser. André Hunebelle est alors l'un des réalisateurs les plus en vue du cinéma français. Connu pour ses comédies grand public, ses films de KPDP ou encore d'espionnage, comme les OSS 117. Oui, c'est bien moi. Fantomas. C'est arrivé par mon agent, qui a téléphoné en me disant, voilà, André Hunebelle veut faire Fantomas avec Jean Marais, avec De Funès et avec toi. J'ai dit, ah bah tiens, c'est une très belle idée. Bon, je vais le rencontrer, donc rendez-vous pris pour la semaine prochaine. Et entre-temps, je lis, pas tous les bouquins parce qu'il y en a un sacré paquet,
Enfin, j'en lis 1 ou 2 épisodes et je me dis « Ah, mais qu'est-ce qu'il veut faire avec ça ? Je comprends pas du tout. C'est glauque, c'est noir, c'est terrible, c'est un peu comme Belphégor. » Eh bien, non, Fantomas n'est pas un film d'épouvante. Fantomas est un film d'aventure qui est tiré de l'œuvre de Souvestre et Alain, qui contient 40 volumes, comme vous le savez. Mais enfin, c'est surtout une adaptation très libre, extrêmement fantaisiste des auteurs Jean Alain et Pierre Foucault, qui ont pu, grâce d'ailleurs à l'autorisation de l'auteur Marcel Alain, nous donner vraiment un scénario tout à fait différent de ce qu'est en réalité le roman lui-même. Il me donne le scénario du premier Fantomas, qui évidemment n'a pas grand-chose à voir avec ce que j'avais lu. Alors je lis le scénario, je lui dis oui, mais écoute quand même, j'ai pas grand-chose à faire moi là-dedans, à part être pétillante et jolie, sympathique. Tu peux pas quand même me donner quelques scènes à manger, que j'ai quelque chose à manger en tant qu'actrice? Il dit non, tu comprends, c'est pas possible, mon scénario est extrêmement bien calibré. Le jeune premier, la jeune première, le comique, les entourages du comique, et c'est parfait comme ça, et tu verras, ça fonctionnera très bien. Ah, ils nous font des signes! Allez, il faut descendre, on va descendre! Allez! Voilà, il nous a vus! Il nous a vus! Pour incarner à la fois Fandor et Fantomas, et donner à son film des airs de comédie d'action, André Hunebelle choisit Jean Marais, connu surtout alors pour ses prouesses physiques. Mylène de Mongeau campe Hélène, sa fiancée, tandis que l'inspecteur Juve est incarné par un Louis de Funès qui, après avoir joué les seconds rôles dans plus d'une centaine de films, commence tout juste à accéder au premier. Les médias ne se trompent pas lorsqu'ils présentent la hiérarchie du trio. Bref, il y avait beaucoup de monde à Anvaux et du très beau monde. Mylène de Mongeau et Jean Marais aux ordres du metteur en scène André Hunebelle et leur complice du film, Louis de Funès. Fantomas revient sur nos écrans avec des aventures plus que jamais prodigieuses et résolument mises au goût du jour. André Hunebelle souhaite faire un Fantomas qui colle à son époque, qui vienne incarner l'esprit d'insouciance qui règne alors. La France du début des années 60 est celle de la croissance, de la naissance de la consommation de masse, du design qui envahit le quotidien. L'espoir aussi d'être encore l'un des épicentres de la culture mondiale. Dotés de moyens nettement moindres que leurs concurrents américains, les films français proposent leur version d'un cinéma à grand spectacle. Il fallait que les gens soient contents, soient distraits, rient avec de Funès, s'émerveillent sur les décors et voient quelque chose d'un peu original. Et c'est vrai que c'est, pour l'époque et à Paris, c'est un film original. Je veux dire, ça ressemble à rien des films qui faisaient là. La seule chose qu'on pourrait dire, c'est que ça ressemble à un James Bond. Ce serait un James Bond à la française, un petit James Bond. Allez, encore 20 mètres, je le tiens dans mon rayon. Cette fois, il est fait. Il n'aura pas le temps de prendre l'avion. Moi, quand je revois le film, j'adore, avec les effets spéciaux de l'époque, la déesse avec les ailes qui sortent et qui s'envolent. Je trouve ça merveilleux. André Hunebelle crée un film pop et connaît un succès immédiat. Fantomas ne cessera ensuite d'être rediffusé à la télévision, marquant des générations de spectateurs. Ah, c'est pas croyable! J'avais 10-11 ans, c'était à la télévision et je crois que je me disais que c'était un choc. Je me souviens que les films sont passés 3 jeudis soirs consécutifs et que comme j'étais un enfant, normalement je n'étais pas autorisé à regarder les films jusqu'au bout et face à l'intense jubilation que provoquaient chez moi les films, mes parents avaient levé l'interdit de rester devant la télévision au-delà de 21h30 et donc j'ai pu voir les 3 films en entier. Moi enfant, voyant Fantomas, même si je riais avec le Funès et si j'étais séduit par ce colorisme pop très Liechtenstein. Enfant, Fantomas me faisait peur. Enfin, sa manière de se tenir, sa rigidité, ce visage fixe. Tu ne connaîtras jamais mon vrai visage. Sous ce masque, personne ne le connaîtra jamais.
Comme si Fantomas, malgré tout, gagnait contre Une Belle. C'est-à-dire que même si Une Belle veut faire des films où tous les affects seraient minorés au profit d'une décontraction pop, il y a quelque chose de primitif dans la puissance de terreur de Fantomas qui résiste à ça. Mais si le premier volet tient encore dans un équilibre précaire entre humour, aventure et frousse, au fur et à mesure des épisodes, la trilogie opère un renversement. Est-ce que vous êtes attaché à ce personnage du commissaire Juve maintenant, depuis que vous l'incarnez? Ah oui, j'aime bien l'interpréter, j'aime bien. Oui, même titre que les gendarmes. Mais c'est toujours des gradés, moi, des petits gradés que j'interprète. Entre-temps, Louis de Funès, qui joue dans la série des gendarmes de Saint-Tropez, Le Corneau et la Grande Vadrouille, devient la première star du cinéma français. Je suis venu ce soir ici parce que j'ai vu le nom de Funès et ça m'a attiré plus particulièrement. Je savais que j'allais rire. Avec des acteurs comme Belmondo, avec des acteurs comme Brigitte Bardot, Gabin ou Fernandel ou Bourvil, il faut compter avec vous. Vous faites partie des gens qui rapportent de l'argent au cinéma. Loin du trublion qu'il aime incarner à l'écran, l'acteur s'affiche désormais en gestionnaire de son propre personnage. Parce que maintenant que je commence à avoir un peu plus de galon, je commence à choisir mes scénarios, mes metteurs en scène, je commence à faire un peu ce que je veux et à prendre ma responsabilité maintenant. Dans les films que je vais faire, je peux dire au public qu'il peut y aller. Enfin, s'il me trouve mauvais, ce sera de ma faute maintenant. Il a souffert, Jean Marais, parce qu'au départ, il a signé un film où il était la grande vedette du film. Il y avait lui, et puis il y avait moi, sa compagne, et puis il y avait le comique derrière. Et le comique derrière, il était très fort. Et le grand problème entre les deux hommes, c'est que De Funès, Jacques Dinam, moi, nous sommes bons et spontanés dans les premières prises. Or, notre ami Marais est un homme qui, au contraire, commence à être bien à la 5e prise. Donc ça a énervé beaucoup De Funès. Quand la prise était bonne pour Marais, mais qui considérait qu'elle n'était pas bonne pour lui, alors il faisait ce truc très classique, c'est d'éclater de rire. Oh, pardon, excuse-moi. Et alors on recommençait la prise. Et donc Marais n'était pas content. Enfin, il était là, il doit être là, je ne sors pas de là. Oh, quelle bafouille, non? Qu'est-ce que vous avez pensé de Funès? Quels étaient vos rapports avec lui? De Funès, je vais vous dire une chose, c'est le seul acteur pendant toute ma carrière que je n'ai pas aimé. Mais je vais vous dire que je le trouvais formidable comme acteur, mais comme homme, je ne l'aimais pas du tout. C'était un emmerdeur né. mais c'est le seul de toute ma carrière que je n'ai pas aimé, tout en l'admirant. À la fin du 3e Fantomas, on est vraiment, Marais et moi, on est des potiches là-dedans. Mais c'est quand même le meilleur des trois. Pour moi, j'adore le Fantomas contre Scotland Yard parce que De Funès, c'est génial. Allez, entrez. Vous allez voir, c'est terrible. Terrible, terrible. Ah! C'est pas possible! C'est pas possible, il était là! Enfin, il était là! Vous êtes sûr que c'était Lord McGrashley? Certain, sur mon lit! Vous l'avez rencontré en bas. Ah bah oui. Vous lui avez parlé? Oui, c'est vrai. Ah bah alors c'est que je rêve, c'est que je suis en train de rêver, alors. Mais oui, vous rêvez. Mais non! Bah, c'est un cauchemar, c'est rien. Bah écoutez, s'il n'y a pas de mort ici et que je rêve, c'est qu'il n'y a personne ici. Vous n'êtes pas là, vous. Voilà. Alors vous n'êtes pas là. Moi, Non. je suis pas là, il n'y a personne, il y a personne. Je suis là, moi. Mais non, il n'y a personne, vous n'êtes pas là. Mon revolver. Il est pas là. Ah bah oui, c'est vrai. Commissaire, Hein? détendez-vous. Ah oui. Comme disait Galabru, il disait remercions de Funès, grâce à lui, nous sommes toujours là. Et c'est vrai, quand on prend des carrières d'actrices, qu'est-ce qui reste comme film? Pas grand-chose, hein. Vous faites 70 films, il en reste 2-3. Donc la carrière est vraiment éphémère. Et grâce à De Funès, nous sommes un peu moins éphémères. Toujours enthousiaste à l'idée de nouvelles adaptations, qui font perdurer son œuvre et permettent la réédition de ses romans, Marcel Alain déchante pourtant rapidement, devant la tournure prise par la trilogie d'André Une Belle. Je rencontre l'auteur du livre. Donc c'était M. Alain, qui était un vrai, très vieux monsieur. Il est venu, il était très content. Quand il a lu le scénario, il était moins content. Et quand il a vu le film terminé,
Il était détruit, le pauvre homme. Il m'a fait une peine. C'est un tout jeune homme quand le succès lui tombe sur le dos. C'est quelqu'un qui aura été pressé comme un citron par l'édition populaire et qui va tenter de gérer comme il le peut cet héritage qui est un héritage écrasant. Et ce qui est important pour lui, c'est qu'on puisse rééditer les aventures qu'il a écrites avec Souvestre. Donc il est très attaché au Fantomas première formule. Et il s'en fait le défenseur acharné jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à attaquer en justice Gaumont après les adaptations de André Hunebelle. Lors de ce procès, au moment de rendre sa décision, la Cour invoque en premier lieu les différentes critiques, souvent négatives, formulées dans la presse, comme celle de Paris Match. Fantomas contre Scotland Yard est une transformation de l'épouvante en bouffonnerie. La Cour rappelle aussi que Fantomas est essentiellement un être qui fait peur, selon la définition qu'on en trouve au début du premier livre, et en conclut à la dénaturation complète de l'œuvre originale. Marcel Alain obtient une compensation financière. Cette décision de la Cour sera l'une des raisons de l'arrêt de la série de films. Fantomas à Moscou ne verra jamais le jour. Marcel Alain, il a poursuivi la Gaumont et il a tué un peu, encore une fois, le développement de son personnage. Bien sûr, le personnage serait devenu autre chose. Mais là, il a empêché le personnage de continuer à se développer. Et de fait, ça n'a pas empêché que le personnage devienne autre chose, parce qu'aujourd'hui, on se rappelle du Fantomas de Hunebelle beaucoup plus que de celui de Marcel Alain. Mais c'est le cas pour tous les personnages populaires qui ne ressemblent finalement pas tant que ça à ce qu'ils étaient au début. Fantomas a fait le dernier meurtre en m'assassinant. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On connaît Fantomas, on ne connaît pas Marcel Alain. Leblanc disait en parlant de son héros Lupin, « Je ne suis plus que son ombre. » Moi, j'en prends mon mot, je ne suis plus que son fantôme. Fantomas vit, plus moi. Quand on regarde ça de manière, disons, un peu détachée, lointaine et esthète, on se dit quelque chose d'un peu dérisoire à se considérer comme propriétaire de Fantomas, alors que Fantomas, c'est précisément le saccage du principe de la propriété. Et que Fantomas, c'est un principe de transformation et de métamorphose, donc qui se transforme régulièrement à l'aune de l'esthétique de son temps, et qu'en cela, il échappe à son créateur. Il avait qu'à pas inventer Fantomas, quoi, s'il voulait que Fantomas lui soit fidèle. Un instant plus tard, l'étrangère, car cette jeune femme n'avait rien de russe, se trouvait dans la rue. Instinctivement, il semblait qu'elle jetât des regards de droite et de gauche, comme si elle eût craint d'être suivie. En Russie, la police est si puissante que chacun craint toujours d'être espionné, d'être victime d'une dénonciation. Avant de quitter l'édifice, cependant, la jeune femme avait ramassé sur le sol l'une des cartes blanches qui venaient d'être laissées là. Sur le carton immaculé, des lettres semblaient apparaître. Elles formaient un nom que lisait avec épouvante Hélène. Fantomas. J'ai vu le premier volet de Fantomas en 1972 ou 1973, quand j'avais 7 ou 8 ans. Je viens d'une famille de militaires. Nous vivions alors en Biélorussie, à Vitebsk. J'ai alors vu le premier volet de Fantomas avec ma mère. Et j'ai été soufflé par la puissance du film. La série des Fantomas arrive en URSS à la fin des années 60. En pleine guerre froide, Ouest et Est se toisent sur le plan militaire, mais aussi culturel. Si le monde capitaliste est perçu comme un ennemi, la France jouit d'une image positive. Le pays vient de sortir de l'OTAN et le général de Gaulle est accueilli en ami lorsqu'il se rend en Union soviétique en 1966. Lors de cette rencontre, les dirigeants conviennent d'augmenter notamment les échanges culturels. Les 2 premiers épisodes de la trilogie de Hunebelle sont alors troqués contre l'un des films soviétiques phares, Anna Karénine, de Léon Tolstoï. L'une des plus grandioses réalisations du cinéma soviétique. La trilogie de Hunebelle fait clairement référence au James Bond.
En URSS, personne ne les avait vus. On savait que James Bond était un vil espion occidental de littérature médiocre. Mais les films étaient tout bonnement interdits et personne ne pouvait les voir. Personne ne voyait donc la référence. Ce qui a marché sur nous, c'était l'admiration pour le mode de vie français, l'élégance, le charme de Paris, de Mylène de Mongeau, l'élégance de Jean Marais. Et c'est comme ça que le film a acquis une connotation un peu politique. Il montrait de façon avantageuse le mode de vie dans le monde libre et démocratique, en comparaison du monde soviétique gris. La seconde chose qui nous a frappés, c'est la portée sociale et satirique du film. Comme on y critique facilement le pouvoir. Quand on pense au moment où le film est arrivé en URSS, où il était absolument impossible de dire du mal des forces de l'ordre ou d'un cadre du parti, le film est devenu la preuve que c'était possible. И ежедневно смотрите только у нас новый фильм «Фантомас». Fantomas est un raz-de-marée en URSS. Entre 40 et 50 millions de personnes voient chacun des épisodes, soit près d'un soviétique sur 4. Здравствуйте, профессор Маршан. Fantomas intègre immédiatement la culture populaire. С Фантомасом должно быть покончено. Il devient un personnage récurrent des blagues d'écoliers et apparaît dans de nombreux films. Certains réalisateurs prouvant même qu'ils ont lu les romans, en utilisant à la fois l'univers des films des années 60 et le motif de la cloche, ils scellent de façon improbable la réconciliation entre Une Belle et Souvestre et Alain. Mais soudainement, Fantomas révèle au pays son vrai visage, ainsi que celui de ses jeunes pousses. Dans la foulée de la diffusion des films, le pouvoir constate une augmentation de la délinquance juvénile. Effraction, larcin, tags de slogans nationalistes ou même anti-soviétiques, toujours signés d'un Fantomas sarcastique. La vague est d'une telle ampleur qu'elle finit par préoccuper le KGB. Les films de André Une Belle sont interdits. Pour la première fois, Fantomas met le pied dans la réalité. En 1967, dans la région de Rostov, a sévi une bande constituée de 4 personnes. Ils ont commis une quinzaine de crimes très violents. Ils cambriolaient notamment des caisses d'usine en portant des collants sur la tête et ils se surnommaient les Fantomas. Ils ont été capturés en 1973 dans des conditions tragiques. L'un a été tué par balle lors de sa capture. По статье 77 Уголовного кодекса РСФСР смертной казни с конфискацией имущества. Que toute cette histoire ait été associée à notre héros, cela a évidemment encore plus déplu au pouvoir soviétique. Приговор суда не только ставит точку по делу преступной банды, но и послужит уроком тем, кто пытается переступить закон, устроить собственное благополучие за счет общества. Je ne pense pas vraiment que Fantomas soit la cause principale de la hausse de la délinquance. Je pense qu'il est la conséquence et non pas l'origine de ces événements. J'estime que l'origine de ces troubles se trouve dans la progressive privation des libertés de la fin des années 1960, début 1970 en URSS. Mais vous savez, pour moi, Fantomas, c'est surtout un révélateur du mécontentement général de la société. Messieurs, mesdames, ordonnait-il, les mains en l'air. Le premier qui bouge est mort.
L'homme qui était sur le plateau, c'était Fantomas, et Fantomas riait. Cet attentat qui dépassait l'imagination durait bien 10 grandes minutes, pendant lesquelles les 3000 spectateurs qui se pressaient aux Folies Françaises devaient vivre sous la menace des fusils braqués sur eux. Puis soudain, Fantomas faisait un geste, l'électricité s'éteignit partout. Un ordre retentissait. Feu! 10 éclairs illuminèrent la salle, 10 détonations retentirent. Puis, parmi les hurlements des blessés, les râles des mourants, une panique folle commença. On se jetait vers les sorties, on s'écrasait aux portes. Les malheureux spectateurs couraient sur le boulevard et semaient la panique. Paris, déjà, s'arrachait les éditions spéciales racontant la catastrophe. Chaque époque trouve en Fantomas l'incarnation de ces mots. Écrit au moment des attentats anarchistes du début du XXe siècle, Fantomas est avant tout le premier personnage terroriste de l'histoire. Il est ainsi, depuis plus d'un siècle, la parabole des violences les plus terribles de notre monde. Suite aux attentats du World Trade Center, plusieurs journaux rappellent que Ben Laden est alors l'homme le plus traqué au monde, qu'il se cache dans une grotte secrète et qu'il a hacké le système médiatique international. Il prend ainsi le visage du Fantomas moderne. Alors, je ne suis pas sûr que Ben Laden se revendiquait de Fantomas ou qu'il ait lu Fantomas, mais dans l'intention finalement d'opérer des actions qui sont des actions spectaculaires, autrement dit médiatisables, il y a effectivement des logiques qui ressemblent à ce que l'on trouve dans le Fantomas première manière, quoi, en fait, hein. C'est-à-dire on commet un crime, mais on commet un crime avant tout pour qu'il soit vu, amplifié et qu'il devienne un spectacle. Fantomas, c'est un criminel qui fait des crimes spectaculaires et que le caractère crapuleux de ces crimes est souvent lié à des raisons tellement absurdes qu'on a l'impression que ce sont des crimes gratuits. Or, ce qui caractérise dans le discours médiatique l'activité terroriste, c'est par sa violence le fait qu'il est souvent décrit comme incompréhensible. Comme on refuse l'explication politique, alors que c'est un événement politique. Très souvent, la violence fait qu'on refuse d'évoquer l'arrière-plan politique. Et donc, pour Fantomas, on est dans cette possibilité d'une lecture comme ça, disons, d'un terrorisme tel qu'il est formulé dans le discours médiatique. Donc c'est vraiment du terrorisme pur, donc une sorte de quintessence fantasmatique du terrorisme. En écho à nos peurs, le personnage du terroriste a envahi nos écrans. Le méchant de Une journée en enfer, celui de Iron Man 3, And you'll never see me coming. ou encore du James Bond Skyfall. Don't you recognize the car? Les grandes figures du mal moderne se posent en héritier de Fantomas. Pourtant, le génie du mal français, lui, a disparu des écrans depuis une trentaine d'années. Quand une société est en crise, potentiellement, il y a un espace pour que Fantomas se déploie. C'est d'ailleurs assez étonnant aujourd'hui de ne pas revoir surgir pleinement sur le devant de la scène une figure comme celle de Fantomas, parce que l'époque s'y prêterait parfaitement. Le personnage de Fantomas est un personnage maudit. C'est-à-dire qu'il y a eu plein de tentatives de très bons réalisateurs, Yann Kounen, Gans, qui sont des réalisateurs qui auraient fait des très beaux Fantomas, c'est certain, mais qui n'ont pas réussi à aboutir, et on ne pourra que le regretter. Ça, c'est la première chose, ça arrive. Je pense qu'il y a un deuxième problème, c'est que précisément, il y a deux Fantomas, et que c'est compliqué de faire un Fantomas, parce que soit il faut choisir, soit il faut le réinventer. C'est-à-dire que le Fantomas de la Belle Époque est quand même très différent du Fantomas de Une Belle, et si on veut vraiment les synthétiser, je pense que c'est très difficile. Je m'étais dit, ça serait bien de remettre au goût du jour et d'en faire un héros noir, de faire Paris un Gotham, et de faire voilà, un héros qui change de visage avec de la technologie, et de ramener un univers plus sombre autour de Fantomas, c'est-à-dire plus le roman, mais en gardant comme ça cette capacité de super-héros et de plus s'intéresser à lui. Ce que je trouve, c'est que l'époque va explorer l'aspect sombre du pouvoir d'un super-héros. Et c'est vraiment une chose d'époque. C'est-à-dire que
Bon, il y a eu les Batman de Tim Burton. Prenons cet exemple, hein. Prenons juste l'exemple de Batman. Puis ça s'est densifié avec Nolan sur cette double facette, obscurité du personnage et blessures profondes, etc. Et ensuite, vous avez débouché quoi récemment sur le méchant de Batman, le Joker, qui devient le héros du film. Comme dans Fantomas, c'est le personnage principal, faut le comprendre, faut rentrer dans ça, pas comprendre ses actes, comprendre d'où vient ses moteurs, quelles sont ses motivations, et du coup, on peut arriver dans des zones où notre moralité, notre rapport moral est titillé, c'est-à-dire que peut-être il a des raisons qu'on peut trouver justes de faire des choses violentes une fois qu'on les découvre. Et donc là, ça devient les moteurs intéressants de la fiction, c'est-à-dire voilà, être un instant d'accord, un instant avec un héros qui est très négatif, mais sur une branche, on trouvait qu'il a raison. Et donc ça questionne cette chose où on a tendance beaucoup, dans le monde des super-héros, à avoir du blanc et du noir, quoi. On commence à rentrer dans le gris, je dirais, dans des zones qui nous permettent, du coup, d'en tirer une forme d'enseignement. Enfin, le grand méchant de Joker, c'est la société. Et ça, c'est intéressant. Parce que Fantomas va revenir. Je dis pas qu'il sera sur les écrans dans un an, mais dans les quelques années qui viennent, il sera sur les écrans. Et je pense que dans l'année, il va y avoir quelque chose qui va émerger. C'est évident. D'un coup, tout le monde va se retourner sur va se retourner, et dans le spectre, qu'est-ce qu'on a dans le patrimoine? Une des choses qui va briller, c'est Fantomas. Pour moi, il est bleu, mais certaines personnes disent qu'il est vert. Je suis affirmatif, ce masque est bleu. Avec un visage bleu, dans un costume bleu. J'ai l'impression de l'avoir vu dans les deux couleurs. Moi, je pense qu'il est gris. La figure bleue, bleu-vert. Les spécialistes sont pas d'accord d'ailleurs sur la vraie couleur de Fantomas. À mon avis, ça doit dépendre de l'humeur du spectateur. Dans mon esprit, comme ça, je peux le voir aussi bien avec un masque vert. Donc, qu'est-ce qu'il a? Il change pas de couleur? Il a toujours la même couleur dans tous les films? Non, c'est quoi? Vert. Vert épinard. C'est un vert, un très beau vert. Ouais.